dans ce cas, fait table rase du passé et crée son propre lexique, évoquons la sémantique qui est ici puissamment à l'œuvre pour tromper le public. Allez-y, passez s'il vous plaît. Merci. Ouais. Vous voyez là ou pas? Si vous êtes sérieux, après que j'aurai attiré votre attention sur les mots sucrés utilisés à dessein pour donner envie, vous ne parlerez plus de parcs éoliens, dans un vrai parc on va se promener et jouer avec les enfants, ni de fermes éoliennes, à nous le bronlolo, ni d'ailleurs vous n'utiliserez plus la référence à Éole, le dieu du vent, qui symbolise la liberté, la légèreté et même la mèche folâtre sur la joue de votre bien-aimé. Vous direz juste ce que c'est vraiment, sans détour, une zone industrielle de machines aérogénératrices, des centrales du vent, des mastodontes coupe-horizon. Les Allemands qui s'y connaissent, tant ils en ont, les appellent du nom plus terre-à-terre de Stahlwald, forêt d'acier. Et plus récemment, ils ont promu le néologisme d'aspergisation pour indiquer la poussée verticale et soudaine de ces mâts désormais pas gigantesques. Allez-y, Casanova. La moitié de la tour Eiffel et plus, 2 fois une cathédrale, 5 fois des pylônes de ligne à très haute tension empilés les uns des autres, etc. De ces mâts désormais gigantesques et hors échelle qui rapetissent à jamais les paysages les plus bucoliques et banalisent sans complexe les panoramas les plus grandioses. Là, je n'y suis pas là, vous êtes passé trop vite. C'est pas grave. Alors, la sémantique, en insinuant subrepticement des associations d'idées orientées, constitue un premier mensonge très pernicieux. Il y en a d'autres. Voilà. Il y en a d'autres que j'examinerai un par un dans cet ordre. Vous êtes trop loin. Tant pis. Premièrement, les machines ne sont pas vraiment écologiques. Elles contribuent à l'émission supplémentaire de gaz carbonique à cause de leur production intermittente et variable. Pourquoi? Avancez. Ouais. Pourquoi? Là, si vous voulez bien, il faut se concentrer un petit peu pour bien comprendre, parce que c'est difficile. Et les phénomènes imbriqués sont ici à l'œuvre, mais imbriqués. Allons-y. Parce que l'on est en face de variations pseudo-imprévisibles de 2 variables qu'il faut ajuster précisément sans arrêt, sous peine de destruction grave du réseau d'alimentation ou de coupure de courant intempestive. Il s'agit de la consommation d'un côté et de la production électrique de l'autre. Production, vous voyez là, tout à fait petit. En plus, ça a des petites pointes vertes, ça c'est l'éolien. Tout à fait en haut des courbes. D'accord? Alors, la production des renouvelables, en général, enfin tous les renouvelables, qui rendent prioritairement sur le réseau, même si on n'en a pas besoin, à un moment donné, varie dans de grandes proportions avec des fronts de montée et de descente extrêmement raides, vous voyez là, en un quart d'heure. Dans de grandes proportions avec des fronts de montée et de descente extrêmement raides, presque en un quart d'heure, et ceci même à l'échelle de la France entière et de toute l'Europe, contrairement à ce qu'une propagande intéressée prétend, en répétant à l'envi que la France disposerait, grâce à ses 3 façades maritimes, d'un phénomène de foisonnement tel que la production totale du vent y serait presque lissée en toutes circonstances. Ça, c'est du flan. Vous voyez vous-même que ceci est faux. Comme... je ne peux pas lire en même temps. Oui, vous pouvez passer. Comme le montrent les 2 diagrammes de production, l'un local, qu'on a vu tout à l'heure, et l'autre national. Vous voyez bien que la production totale française est grévée des mêmes périodes sans vent que telle ou telle production locale. Il est faux de dire qu'il y a toujours du vent quelque part en France en quantité suffisante, de telle manière que cela assurerait à la production totale de pouvoir garantir sans faillir la fourniture d'électricité nécessaire au pays tout entier, qui serait collectée par les machines du vent pour peu qu'on en ait disposé à tous les coins du pays. Alors vas-y que on va tripler. 7 000 pour l'instant, 25 000 à terme. Vous observez, ça fait 1 tous les 5 km de distance.
s'ils étaient uniformément répartis. Vous observez, là on est à l'Europe, non, c'est déconnecté, excusez-moi. Vous observez également que cette instabilité est vraie, même si on passe à l'échelle européenne, comme je l'ai dit. Ces variations en trop doivent être compensées par des exportations de sauvegarde. On envoie vers un réseau étranger, n'importe lequel, qui veut bien l'accepter, à n'importe quel prix, même négatif. On paye pour s'en débarrasser. C'est-à-dire payer pour se débarrasser du surplus. Les variations en pas assez, elles, doivent absolument être compensées d'urgence, et c'est ça qui fait du CO2, par l'appel à des importations d'électricité extérieure, s'il y en a, ou par l'appel d'urgence à des centrales d'appoint à gaz qui doivent donc fonctionner en permanence au ralenti pour être prêtes à tout moment, au cas où, et qui, elles, évidemment, émettent du CO2 à pleine puissance, sans retenue, 24 heures sur 24, et sans rentabilité directe, en plus de ça, puisqu'on ne sait pas quand on va les appeler. Donc, elles sont payées par l'impôt. Vous, moi. En Allemagne, ces centrales d'appoint sont alimentées au charbon, ou pire, au lignite. C'est de la tourbe. D'où un bilan CO2 qui empire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils sont en train de rater leur objectif, à cause de l'intermittence des machines et des panneaux. Ce sera la même chose chez nous à mesure de l'augmentation des sources renouvelables, entre guillemets, qui étaient justement prônées pour diminuer le CO2. C'en est une conséquence inéluctable, quoi qu'en disent les supposés sachants, qui sont bien sûr payés pour ça. Des battleurs. Beau ciseau logique. On obtient exactement le contraire de ce qu'on le recherchait. Personne ne s'en vante, à supposer qu'ils s'en rendent compte. Mais maintenant, vous le savez. C'était mon but. Deuxième message, deuxième mensonge. Les machines, c'est pas ça du tout. Et alors, ça serait mieux? Ah ouais, c'est pas idiot ça. Bonne idée. Il faut que vous remontiez, s'il vous plaît. Bon, non, descendez. Voilà. Ouais, ah, j'en sais rien. Inch'Allah. Deuxième mensonge, les machines seraient toujours actives dans le vent. Ah ouais, alors remontez, s'il vous plaît, monsieur. Encore. Ah, j'en sais rien. On s'en fout. Oui, non. C'est un graphique où on voit la répartition du vent et quand les machines produisent. Non, montez. Encore. Vous cassez tous mes effets, mon vieux. Encore, là. Les machines seraient toujours actives dans le vent. D'accord? C'est inexact. La courbe de production en rouge montre que les machines ne tournent qu'à partir d'une certaine vitesse de vent, même si elles sont lancées par un moteur qui utilise la bonne électricité du réseau, parce que celle-là, elle est sûre. En résumé, ce n'est pas parce qu'on les voit tourner qu'elles produisent réellement, et elles ont leur maximum de rendement pour des vitesses qui ne sont pas atteintes, c'est la courbe bleue, tous les jours, rarement. Au-delà, on les arrête par précaution pour éviter de les endommager. Notons néanmoins, parce qu'il faut être honnête, que l'on n'observe plus tellement le feu. On n'observe plus tellement de chutes brutales de machines ou de pertes de pales, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des accidents liés notamment à des échauffements des engrenages. Là-dedans, dans ce truc-là, il y a 500 litres d'huile. Là, les deux mecs, là, ils sont enterrés depuis longtemps. Personne ne peut rien faire. Comment voulez-vous intervenir à 100 mètres de haut? Sinon créer un périmètre de sécurité. C'est ce que font les pompiers, pour qu'au moins les pauvres types ne tombent pas. Donc ils crament dedans. Alors, je suis perdu. Troisième mensonge. Les machines seraient productrices d'électricité pour des milliers de foyers. Alors ça, hors chauffage électrique, disent-ils. Façon de dire, alors c'est bien, on fait l'électricité locale. Ça fait toujours bien. Ce sont deux mensonges dans la même phrase. D'une part, c'est faux parce que le calcul fautif est fait en prenant pour base de production la puissance. Alors ça, vous n'allez jamais comprendre ça, c'est trop dur. Et personne ne sait. Même pas les gens qui travaillent dans le truc. La puissance, c'est quelque chose qui marche, qui veut dire c'est une capacité à produire. D'accord? Ça se calcule en watts-heure, kilowattheure, mégawattheure, vous entendez ça toujours, c'est des gros mots. Et
En supposant que la machine, que le vent la fait tourner sans arrêt 24 heures sur 24 à sa puissance maximale. D'accord? Mais comme je vous ai dit qu'elle ne produisait pas à la puissance maximale, la production, elle est diminuée d'un truc que s'appelle le facteur de charge. Le facteur de charge, l'équivalent du temps pendant lequel ça produirait sur les 24 heures à vraie puissance maximale. D'accord? Vous avez une voiture, elle fait 150 km/h au compteur, mais vous ne faites pas 150 km en une heure, en général. D'accord? Donc c'est la même chose. Vous avez une machine qui peut produire 2 MWh, elle en produit le quart. Le facteur de puissance, qui est un pourcentage, ce facteur de charge, alors évidemment les industriels du vent qui essayent de vous entuber ne se gênent pas pour jouer sur cette ambiguïté physique que tout simplement le monde ne connaît pas forcément fait des études supérieures, enfin en physique. La différence s'exprime par le facteur de charge, etc. Ce facteur de charge permet de multiplier la puissance maximale pour obtenir la production énergétique réelle, et ça correspond à 0,26, c'est-à-dire un quart pour l'éolien, un tiers, un quart de ce qu'elle produirait si elle fonctionnait sans arrêt 24 heures sur 24 à leur puissance maximum. Un tiers pour l'éolien en mer, donc c'est presque la même chose que pour la Terre, bien qu'il nous serine toute la journée et que ça va nous sauver, contrairement à ce qu'indiquent les industriels, et probablement pour cacher, pour l'éolien en mer, que ces kilowattheures vont coûter à la collectivité nationale 2,5 fois plus cher que les kilowattheures terrestres, qui ne sont déjà pas donnés. Ce sera une ruine pour les abonnés à l'électricité, c'est-à-dire en général vous et moi. Notons en passant que en ce qui concerne le solaire, le coefficient de charge est 0,14, c'est-à-dire 1/7. Pour ce solaire qui a la mauvaise idée de ne pas produire la nuit. Oh tiens, ils ont inventé ça. Et peu à l'aube, mais au crépuscule, tout en étant acheté toujours obligatoirement encore plus cher que celle de l'énergie des éoliennes marines. Deuxième raison de fausseté, en plus, car la consommation du chauffage électrique très prévalent en France, on a dit hors chauffage, correspond pratiquement à la moitié de la consommation des usagers desservis. Donc, il faut diviser le nombre d'usagers desservis par cette éolienne-là, encore une fois par 2. Donc, il faut diviser au total par 5 ou 6 le nombre des habitants desservis. Et cet ensemble de machines sera plus proche de la réalité que les chiffres fièrement exhibés pour vous tromper. Gardons à ce stade l'observation que l'homme de la rue n'est pas formé à ces notions physiques et qu'il est donc vulnérable malheureusement aux bobards allègrement colportés. Prendre une décision individuelle, pourquoi pas, mais en connaissance de cause. Cela ne va pas forcément, pas de soi, faute de formation. J'ai participé à vous améliorer. Quatrième mensonge, les énergies renouvelables seraient issues d'une technique jeune, c'était peut-être vrai en 1980, en 2000, mais ce n'est plus du tout le cas, c'est assez en pointe, mais indispensable pour sauver la planète, vas-y, qu'il faudrait aider par des subventions que vous payez, moi et vous, toute la journée, sans en avoir conscience, pour subventionner le promoteur éolien ou solaire, en lui achetant l'énergie renouvelable à un prix fixe, administré, défini à l'avance, 2 fois le prix moyen de l'électricité d'aujourd'hui pour l'éolien, 5 fois le prix pour l'éolien offshore, en mer, encore plus cher pour le solaire. Sans en avoir vous n'avez pas conscience, bien entendu, parce que vous ne retournez pas votre facture. De toute façon, c'est fait exprès pour que vous ne compreniez pas. Ceci se fait par l'intermédiaire d'une taxe qui s'appelle, du joli mot, contribution au service public de l'électricité. Ça a été inventé par Jospin pour permettre aux pauvres d'avoir quand même 1 heure d'électricité presque gratuite par jour pour chauffer leur frichti. C'est vrai, c'est pour ça que c'est contribution au service public de l'électricité. Un vrai impôt en fait qui apparaît au dos de votre facture d'électricité, que personne ne consulte bien sûr jamais,
et qu'il augmente subrepticement pour l'instant de 16%, et qui pourrait bientôt doubler jusqu'à atteindre 25 à 30%. Tout ça, c'est pour comprendre comment les consommateurs d'électricité financent, sans le savoir, à hauteur de 8,5 milliards, parce que là, il y a marqué 6 milliards, mais il y a plus de 20% de taxes de TVA, 8 milliards d'euros annuellement, les promoteurs d'énergie renouvelable, qui s'en portent très bien, merci. L'abonné en est réduit à l'humour, encore, l'arme des faibles, comme chacun sait. Voilà un beau mensonge de plus par omission. C'est toujours la même chose, un dispositif tarifaire qui prélève des petites sommes systématiquement tous les 2 mois à chaque facture de chaque message et les verse à un fonds qui alimente les promoteurs est pour eux, les promoteurs, un bon dispositif. 5e mensonge, les machines seraient installées seulement dans des zones dites favorables. Voilà un vrai mensonge, disons plutôt une manipulation lexicale, favorable à la place de non impossible, mais aussi pernicieuse. Les machines seraient installées seulement dans des zones géographiques déclarées favorables par des schémas régionaux établis dans ce but. Quelle bonne gestion, me direz-vous, protectrice des particularités locales, qu'elles soient esthétiques, culturelles, paysagères ou autres. Mais on déchante. Quand on regarde ces schémas, tout le territoire, pratiquement, de ces régions est déclaré favorable pour l'implantation des éoliennes, sauf les abords immédiats des grandes villes et des très gros bourgs. Et encore, voyez les photos impressionnantes. Toutes ces machines... Non, vous allez trop vite. Toutes ces machines hors de proportion... on a déjà tué 2 hommes, maintenant on tue un aigle. Toutes ces machines hors de proportion vous paraissent-elles vraiment favorables pour le paysage et la protection du patrimoine? 6e mensonge. Les machines ne créent pas de nuisances à plus de 500 mètres des habitations. Pas plus que d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale. Vous avez vu l'aigle. Ah, bon, première nouvelle. Ni bruit lancinant au passage des pales devant le mât. Alors écoutez bien. 3 secondes. 3 secondes. 24 heures sur 24. Si le vent est suffisant pour mettre les machines en rotation. Il n'y a pas non plus de vibration, disent-ils, de vibration ni d'infrasons qui se glissent dans les maisons, volets et fenêtres fermées, qui organisent la dépression des riverains qui ont bien conscience, en plus, d'être condamnés à rester. Je ne sais pas, vous êtes trop vite là, remontez s'il vous plaît. Non, non, descendez là. On n'est jamais mieux servi que par soi-même et on n'est jamais mieux desservi que par un ordinateur. Ni vibration ni infrason qui se glissent dans les maisons. Les riverains, en plus, sont condamnés à rester ad vitam aeternam dans des habitations qui deviennent invendables. Il n'y a pas non plus... remontez la lumière. Non, voilà. Ni clignotement à longueur de nuit des feux rouges qui signalent les machines aux aéronefs et qui se répondent de tout l'horizon, visibles à 20 km et plus. Au mieux, dans le cas de gênes vraiment caractérisés, les riverains obtiennent-ils difficilement des tribunaux la mise à l'arrêt des machines ou leur bridage certaines nuits particulières. Pourtant, l'Académie française de médecine recommandait une distance de 1000 mètres minimum des habitations, distance qui n'a pas été retenue. Ils poussent pas dessous, hein, les mecs, c'est leur fric. Les Allemands stipulent un éloignement des machines de 10 fois leur hauteur, c'est-à-dire pour l'instant 1,5 km. Mais même comme cela, ça n'annule en rien la gêne visuelle de ces sémaphores qui agitent spasmodiquement leurs bras. Il y a d'autres dispositions plus protectrices dans d'autres pays. En France, que nenni, enlevez-moi ça, plus le mépris des promoteurs qui prétendaient avoir discerné un syndrome typiquement franco-français de sensibilité particulière aux machines du vent. On n'entend plus cet argument digne de l'Union soviétique depuis que les anglo-saxons se plaignent aussi. 7e mensonge. L'arrivée des renouvelables serait une chance pour la commune, une chance pour la France. Là, c'était les animaux. Tant pis pour eux.
Histoire vraie, un maire de mes amis reçoit un sémillant représentant. Il attaque fort. « Monsieur le maire, vous avez vraiment de la chance, il y a du vent dans votre commune. »« Ah bon ?»« Mais oui, j'ai vu qu'il y avait sur la carte que vous aviez un moulin. » Argument ridicule. Avant l'automobile, le grain ne voyageait pas, c'est lourd, et le meunier avait bien le temps d'attendre une semaine ou un mois que le vent se lève. Là, si on était seulement renouvelable, il y a longtemps que ma machine ne marcherait plus et la lumière non plus. Mais c'est une entrée en matière, puis vient la corruption. On n'en parlera pas ici. On a déjà fait justice de l'argument que la France aurait de la chance d'avoir un régime de vent spécialement favorable. C'est aussi faux pour la France entière que pour la somme des productions du vent de tous les pays d'Europe. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Pas au bon moment, mais tant pis. Mais n'y revenons pas. 8e mensonge. L'industrie du vent serait créatrice d'emplois stables et pérennes. Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour créer un emploi? C'est assez discutable et cela dépend du périmètre considéré. D'abord, il y a longtemps eu pratiquement aucun emploi industriel puisque toutes les machines sont provenues d'Allemagne ou du Danemark avec leurs monteurs qui repartaient après la mise en service. Peut-être quelques sous-traitants, oui, voilà, locaux pour la création des routes d'accès, la constitution des blocs de fondation, 1000 à 1500 tonnes de béton fortement armés, puis quelques postes de gardiennage, et c'est tout. Tablons sur quelques centaines d'emplois sûrs. Allez, 1 millier si ça vous amuse. En revanche, si l'on n'oublie pas les nombreux emplois locaux qui seront détruits par l'arrivée de ces zones de forêt d'acier dans les villages, il y a fort à parier que le sol deviendra de plus en plus négatif. Qui viendrait passer ses vacances dans des endroits où l'on est soumis à leurs nuisances, y compris visuelles à longue distance, qui banalisent le paysage, qui découragent les excursions, qui désapproprient le tourisme culturel, qui rend morose les fêtes anciennes, qui tuera encore plus les commerces de proximité, le gîte rural, le petit hôtel 2 étoiles. Cette histoire est malheureusement déjà écrite. 9e mensonge. Les machines seraient démantelées en fin de vie pour remise en culture des terrains. Alors là, ce serait une grosse blague si ce n'était pas si triste et si menaçant pour l'avenir. Dès la moindre anicroche technique, la machine casse ou administrative, les prix administrés d'achat de l'énergie baissent. Les machines sont tout simplement abandonnées par les promoteurs qui n'ont plus d'intérêt à les exploiter ou à les réparer si elles ne produisent plus d'électricité ou ne rapportent plus de subventions. Allez-y. C'est l'agriculteur, propriétaire du terrain d'emprise, qui devient responsable de l'éviction de la machine ou de ses débris et de la remise en état du terrain, mais qui n'a pas, évidemment, les moyens financiers pour le faire. Dans de nombreux pays, on trouve ainsi des cimetières d'éoliennes déplumées, certaines de leurs pales gisant au sol. Tournez. Le cauchemar. C'est comme le trou des Halles, une friche industrielle mais répartie sur tout le territoire national. Il n'y aura plus de douce France. Un trou financier, une estafilade sur le visage de la France. Merci, les énergies nouvelles renouvelables. N'applaudissez pas, on n'applaudit pas à un enterrement, même de première classe.